Bonjour, on attaque aujourd'hui un nouveau sujet qui est la commande par retour d'état. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? On va rapidement définir la commande par retour d'état. Ça se base sur certaines hypothèses. Donc si un système est de type ciseau, single input, single output, c'est-à-dire qu'il a une variable d'entrée U et une variable de sortie Y, donc U et Y sont des scalaires et non pas des vecteurs. C'est pourquoi je les écris en italique ici et non pas en gras. Donc c'est un système de ce type-là. Bon là c'est le cas générique, donc c'est écrit en gras, mais il faut imaginer que le système a une entrée et une sortie scalaire, donc U et Y ne sont pas en gras. Deuxième hypothèse, si toutes les variables d'état sont mesurables. Donc il s'agit là d'une hypothèse importante parce que ça veut dire qu'on est capable de sortir, comme vous le voyez ici, de la boîte rouge la variable x. Donc rappelez-vous de mon cours sur l'observabilité. Cette hypothèse se fonde sur peut être valide uniquement dans le cas de systèmes observables. Donc il faudra le vérifier via le critère de Kalman sur les matrices C, CA, etc. Donc c'est uniquement dans ce cas-là qu'il est possible de faire un retour d'état. Et ce n'est pas toujours le cas parce que des fois la boîte est une boîte noire et on ne peut pas arriver à extraire X. Et enfin, troisième hypothèse, si U n'est pas borné. Donc ça, c'est une hypothèse importante surtout sur des systèmes réels, parce que quand vous faites des simulations, par exemple avec Python ou avec MATLAB ou d'autres logiciels, normalement vous n'avez pas ce souci, mais dans la vraie vie, il peut arriver que la variable de commande, comme vous l'avez vu aussi dans vos cours d'automatique de base, soit bornée. Typiquement, qu'elle ait une saturation maximale. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer à un moteur une tension en dessus d'une certaine valeur. Et dernière hypothèse, le système est commandable. Donc non seulement il est observable, c'est l'hypothèse 2, mais il est aussi commandable, l'hypothèse 4. Donc si encore une fois vous retournez au cours qu'on a vu sur le critère de Kalman pour la commandabilité, il est nécessaire que les matrices A, B, AB, etc. La matrice soit de rang plein. Donc sous ces quatre hypothèses, alors, il est possible, grâce à une commande par retour d'état de ce type-là, U égale moins KX, en gros, K ici est une matrice qui permet d'obtenir définie arbitrairement avec des éléments à l'intérieur qui sont multipliés par les composantes de x pour calculer U. Donc si par exemple x a dimension n, donc c'est un système en général d'ordre n, donc x est un vecteur colonne d'ordre n. Qu'est-ce que doit valoir k pour que u soit scalaire? Je répète, si x est d'ordre n, que doit valoir k? Quel type de structure algébrique on doit avoir pour k pour obtenir un résultat scalaire? Il faudra évidemment que k soit un vecteur ligne avec n éléments. Comme ça, le produit kx, c'était le produit d'un vecteur ligne de n éléments, fois un vecteur colonne de n éléments, 1 fois n multiplié par n fois 1, ça fait un scalaire de dimension 1, 1. En pratique, je peux le rajouter sur le schéma de la façon que vous voyez ici. Donc le x que je peux mesurer grâce à l'hypothèse 2, je le multiplie par un gain matriciel moins k et je le renvoie à mon système en entrée. Donc si je fais ça, il est possible
de régler arbitrairement les valeurs des pôles du système en boucle fermée. En gros, sous les hypothèses indiquées plus haut, il suffira de bien choisir les valeurs à mettre à l'intérieur du vecteur k, qui sont des valeurs qu'on peut régler pratiquement au plaisir. Il suffira de bien les choisir. Ce sont en gros des libertés qu'on a sur la commande. Et de cette façon-là, on pourra piloter les pôles du système en boucle fermée. C'est un peu ce que vous avez vu l'année dernière avec des commandes en boucle fermée, mais sur la mesure. L'année dernière, vous l'avez vu sur le Y. Ici, on vous montre qu'il est possible de le faire directement sur les variables d'état. Et donc, tout comme l'année dernière, cela permet par exemple de respecter un cahier de charge sur le temps de réponse, l'amortissement, le gain statique, etc. du système. Ou même de stabiliser un système qui est instable en boucle ouverte. Donc c'est très intéressant, surtout dans ces cas où le système en boucle ouverte ABCD est instable, donc il a des pôles à partie réelle positive. Et puisque avec cette technique, on peut le stabiliser en pilotant les pôles vers des valeurs à partie réelle négative. Alors, j'aimerais bien souligner un aspect de ce schéma, c'est qu'il n'y a pas d'entrée ici, puisque l'entrée elle est générée automatiquement par l'état. Vous voyez bien que le U, il vient directement de la flèche moins kx. Donc l'objectif de cette commande sera de maintenir la sortie à zéro même en présence de bruit. C'est-à-dire que ce système-là, il ne doit pas évoluer indépendamment des bruits qui peuvent s'appliquer et aussi en dépit d'un état initial x0 qui peut ne pas être nul, il faut qu'il se stabilise à zéro. Donc ce type de système est dit régulateur. On peut aussi parler de régulateur dans le cas plus intéressant où la consigne n'est pas nulle, c'est-à-dire qu'on souhaite que le système il se comporte d'une certaine façon. Donc, dans ce cas-là, on va légèrement modifier la commande en rajoutant aussi la consigne que je note ici R. En gros, ça revient à faire ça. Je vais rentrer une consigne R de T à gauche de mon schéma. Je soustrais KX pour obtenir U. Donc dans ce cas-là, la commande par retour d'état permet de régler Y vers R. Ça ressemble beaucoup à ce que vous avez vu l'année dernière. Donc par exemple, régler la vitesse ou la position d'un moteur à une valeur désirée. Donc si je reprends ce cas où le régulateur règle sur une consigne R et que je le remplace dans mon système original en boucle ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse réfléchir quelques secondes et essayer de remplacer donc la variable de commande par retour d'état U dans le système en boucle ouverte. Bon, évidemment, le résultat est le suivant. On va pouvoir factoriser le x avec un facteur a moins bk dans la première équation et c moins dk dans la deuxième. Et la commande est en gros remplacée par la consigne R. Donc, si vous regardez bien les deux systèmes au milieu et à droite, vous voyez qu'ils sont très similaires. C'est tout simplement que A a été remplacé par A moins BK, C à gauche a été remplacé par C moins DK à droite, et U a été remplacé par R. Et je vais vous faire un petit rappel, comme vous l'avez vu dans le cours de M. Abdelaziz.
un système ABCD est stable si et seulement si la partie réelle des valeurs propres de A est strictement négative. Donc il vous a montré ce résultat qui est très important. Je me permets de vous faire remarquer, comme il l'a fait déjà, mais de nouveau aujourd'hui, que la seule chose qui compte en fin de compte, c'est la matrice A pour vérifier si le système est stable. Vous avez vu qu'en calculant les valeurs propres de A, il est possible de déterminer s'il est stable ou pas, suivant que ces valeurs propres aient partie réelle négative ou non. Et on se fiche des autres matrices B, C et D. Donc vous pouvez bien imaginer que la même chose s'applique à ce cas-ci, c'est-à-dire que, puisque comme je vous ai montré, le système en boucle fermée est l'équivalent du système boucle ouverte avec ces petites variations que j'ai citées. Donc, je peux réformuler la phrase plus haut en remplaçant A par A moins BK et C par C moins DK. Et donc, j'ai écrit la phrase qui est dans le cadre rouge, le système A moins BK, A moins BK, B, C moins DK et D est stable si et seulement si la partie réelle des valeurs propres de A moins BK est strictement négative. Donc c'est un résultat très intéressant parce que je peux, en jouant sur K, qui me donne des degrés de liberté, comme on l'a vu tout à l'heure, le même nombre de degrés de liberté que l'ordre du système, je peux en jouant sur K, faire basculer les pôles ou les valeurs propres de A moins BK pour qu'elles deviennent négatives. Et de cette façon, rendre stable un système qui ne l'est pas. Et je peux même leur donner des valeurs arbitraires pour respecter un cahier des charges, comme je l'avais indiqué dans le transparent précédent. Donc, avant d'attaquer ce problème sur des systèmes réels, sur les exemples de systèmes réels, je voudrais faire un petit rappel justement de ces systèmes réels avec un travail dirigé. On va partir sur un système électrique du second ordre que vous connaissez très bien, le système RLC. Et je vais vous demander d'écrire la représentation de l'état de ces systèmes en considérant comme entrée la tension V et comme sortie I. Plus concrètement, il s'agira d'écrire les matrices A, B, C et D pour pouvoir représenter le système comme indiqué ici, x point égale à x plus bu et y égale cx plus du. Donc, il sera important de bien choisir x. Petite astuce, vous voyez que c'est système du second ordre, donc x aura dimension 2. Donc, je vous laisse attaquer ce problème que je corrigerai dans la séance suivante. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure pour la solution.